Ouais, la team, David Aimé est dans de gros problèmes. Il y a un autre pasteur qui sort et fait des lourdes révélations sur son état de santé actuel. Écoutons la vidéo ensemble. Monsieur le procureur, je pense que, sans le vouloir, vous avez été dépassé par les événements et je pense qu'il est temps d'aider la Côte d'Ivoire à pouvoir sortir de ce dans quoi elle est depuis déjà plusieurs années. Monsieur le procureur, vous avez produit un document que j'ai posté moi-même sur ma page et j'étais pas sûr que c'était un vrai document. Mais j'ai vu que ce document a été relayé sur les antennes de la télévision ivoirienne et qu'il y a même eu des débats autour de ce document. Monsieur le procureur, en produisant ce document, vous avez juridiquement confirmé que ce sont des hommes faisant partie du corps de la gendarmerie ou de la police qui sont partis arrêter le prophète Jérémie, citoyen ivoirien. En tout cas, des corps habillés qui ont l'accréditation de pouvoir faire une arrestation. En produisant ce document, vous avez confirmé que, effectivement, vous avez envoyé, ou quelqu'un de votre environnement, du gouvernement ou de la justice ivoirienne, a envoyé des hommes pour arrêter ce monsieur. Sauf que, en allant l'arrêter, ils ont commis des erreurs et ça peut arriver. Ça veut dire qu'ils ont été violents selon les vidéos et les audios qu'on a eus. Ils ont été peut-être méprisants et injurieux. Mais en tout cas, il y a eu de la violence. Le monsieur ayant été pris, selon votre courrier, pendant que dans la vidéo on le voit en bonne santé, chez vous, dans votre courrier, vous avez dit qu'il est malade et c'est une maladie grave puisque ça touche son cœur. En produisant ce papier, vous avez fait un aveu de la situation et ensuite on voit aujourd'hui sur les réseaux sociaux que cet homme de Dieu est pris en charge par Monsieur le Président de la République. C'est très bien. Mais jusque-là, nous sommes dans la rumeur. Alors, ce que nous voulons en tant que corps prophétique et en tant que serviteur de l'Éternel et en tant que citoyen ivoirien, c'est d'être en sécurité entre vos mains. Et là, on est dans l'insécurité. Donc, nous voulons voir cet homme de Dieu s'adresser aux Ivoiriens, pas en tant qu'homme de Dieu, mais en tant que citoyen ivoirien, et dire que je suis en bonne santé, on ne m'a rien fait. Maintenant. Tu crois que si j'avais peur de Draman Ouattara, j'allais sortir ma tête là? Tu vois pas que c'est ma tête? Petite photo là, c'est ma tête. Donc quand on va finir, laisse-moi ton numéro, ou bien ton numéro, ton Facebook là, ton profil. Moi je te fais ma photo en grand, je vais mettre dessus. Mais tu crois que toi tu vas m'empêcher de critiquer Draman Ouattara? Si un pouvoir refuse qu'on le critique, c'est parce que il est terroriste. Parce que sinon, regarde, on critique Emmanuel Macron, il n'a jamais tué personne, il n'a jamais mis personne en prison. Aujourd'hui, il lui reste 6 mois pour finir, on n'a pas entendu que quelqu'un est mort. Donc, s'il y a un pouvoir qui est là aujourd'hui, qui s'est lui-même proclamé criminel, parce que tout ce qu'ils font là, c'est que la criminalité. Les Ivoiriens n'ont pas d'eau pour boire. Les Ivoiriens n'ont pas à manger. Depuis quand un président qui est au pouvoir, d'après lui, il dit qu'il est élu, qui a été élu par le peuple,
et tu ne donnes pas à manger à ton peuple. C'est la Chine qui te livre des sacs de riz. C'est pas la honte, ça. Ça, c'est la honte d'un grand pays qui est comme la Côte d'Ivoire et que Dramane Ouattara s'est placé aujourd'hui et qui n'arrive pas à couvrir. Ça s'appelle la honte. Et comme avec tous ces hontes-là, il préfère ne pas avoir la justice que de avoir la justice parce qu'il sait que s'il y a la justice, les choses vont se mettre droit et ils vont plus, les rebelles et les, comment on appelle, les corrompus vont plus en profiter. Donc, il faut gondoler les choses pour que ça puisse marcher pour eux. Et c'est dans ça qu'ils sont. Depuis 16 ans, ils sont dans ça. Depuis 16 ans, ils passent leur temps à Dja. Dès que tu parles, tu es Dja. Dès que tu parles, tu es menacé. Dès que tu parles, ils vont venir te chercher chez toi, casser ta maison pour t'amener en affaire avec des cagoulés. Parce que eux-mêmes, c'est des terroristes. Ils ne vivent que comme des terroristes. C'est ça, il y a quelqu'un qui a son micro ouvert, non? Il y a beaucoup de bruit. Donc, ils ne vivent que des terroristes. En fait, ils ne veulent pas que ces pouvoirs moribonds criminels s'arrêtent. Ça ne les arrange pas. Donc, forcément, toi qui vas parler, Makoko encore, il est payé. Makosso encore, il est payé. Lui, il veut passeport diplomatique. Bon, son cas, c'est pour ça que moi, je ne partage même pas les vidéos de Makosso. Parce que lui, il ne nous dérange pas, en fait. Il passe son temps à mendier. C'est un mendiant. Donc, son cas est différent. Mais ceux qui se disent qu'ils sont ivoiriens, qui ont pris les armes contre leur propre pays, aujourd'hui, qui ne veulent pas que le pouvoir s'arrête, leur propre frère qui leur a donné le pouvoir, la France a payé pour leur donner le pouvoir, là. Ils les ont mis tous dehors. C'est aujourd'hui des terroristes qui sont au pouvoir en Côte d'Ivoire. Blaise Compaoré de Burkina Faso, il a amené plein de ses soldats, ses éléments. C'est eux qui sont aujourd'hui en Côte d'Ivoire dans l'armée. Donc, dès qu'on parle, Dramane leur donne les cagoules. Cagoules qu'ils portent là, c'est payé. Hein. Depuis quand dans un pouvoir, dans un pays, on crée des militaires, des policiers en parallèle? Ça veut dire que ceux qui viennent nous chercher, qui viennent chercher nos parents chez nous pour nous amener en affaires, ils sont payés par Dramane et sa bande criminelle. Vous comprenez? Depuis quand on a vu ça dans un pays? Est-ce qu'en France ici, là, puisque nos constitutions sont calquées sur la France, en France ici, vous avez vu que quand quelqu'un parle chez lui, dans sa maison, on vient l'attraper et puis on l'amène? Non! Tu portes plainte contre la paix. Masquez les mots, s'il vous plaît. Commandant Djagonebi, comment allez-vous? Commandant Djagonebi, comment allez-vous? Ouais, allô? Ouais, mon commandant, comment allez-vous? Ouais, tout le monde va bien. Ouais, je vais bien. Je vais bien. Un peu fatigué, mais ça va, je vais bien. D'accord. Bon, je peux donc, continuer? va finir. Ouais. Donc, Je peux on va te continuer? passer la parole. Oui, D'accord, allez-y. D'accord, pas de souci. Je peux continuer? Oui, Allô? allez-y. Oui. Donc, depuis quand on vient chercher les gens chez eux sans mandat d'arrêt, sans rien du tout? Rien. C'est-à-dire on a créé des polices parallèles qui viennent chercher les Ivoiriens chez eux. À tort ou à travers, mais on te prend, on t'amène en affaire. Comme ça, tu ne critiques plus Dramane Ouattara. Mais moi, par exemple, vous qui êtes en train de faire le panel, on ne va jamais arrêter de critiquer Dramane Ouattara. Puisqu'il dit qu'il est élu. Et ça veut dire que les peuples qui l'ont élu là, s'il ne fait pas le travail que les peuples lui demandent de faire, ils sont obligés de le critiquer. Si c'est ça là, mais il va dire tous les Ivoiriens, y compris moi-même. Mais ça, je n'arrêterai jamais de critiquer Dramane Ouattara. Parce que tu prétextes que lui, il est élu par les Ivoiriens. Donc, quand j'ai pas de l'eau chez moi, là, c'est Dramane Ouattara qui a donné, comment on appelle, CDI au privé. Parce qu'il n'a plus d'argent. Donc, il distribue tout nos matières premières, là. Tout ce qui nous concerne, il distribue ça comme ça. Et comme ça, les gens n'ont pas d'eau. Mais par contre, les factures arrivent. Il faut payer, les gens, il fait payer les factures comment on appelle, aux Ivoiriens, alors que les Ivoiriens ne consomment pas. Donc, comment tu peux payer des factures quand tu ne consommes pas? C'est ce qui se passe aujourd'hui. Du riz vient, on n'a pas à manger. Non pas seulement ils cassent nos maisons, donc on n'a pas à manger. C'est les Chinois aujourd'hui qui viennent nous nourrir en Côte d'Ivoire. Alors, Côte d'Ivoire, logiquement, est placée, soi-disant, ça fait 2% de, comment on appelle,
de croissance. Depuis quand un pays a 2% de croissance et ses peuples n'ont pas à manger, et les peuples n'ont pas à boire, et les peuples dorment dans le cimetière, et les peuples dorment en dessous du pont, et on casse les maisons des peuples sans les endommager, sans leur même donner 1 euro. Et ça c'est un pays démocratique, ça. Et donc c'est ça qui gêne Dramane Ouattara, la honte. Parce que quand lui, il venait au pouvoir, là, pour qu'on le place, que la France le place au pouvoir, il a fait comprendre au monde entier que Koudou Laurent Gbagbo était trop dépensé, avait trop de dettes en Côte d'Ivoire. Mais lui, aujourd'hui, il a triplé cette dette-là. Il a même quadruplé. Et il ne veut pas qu'on en parle. Avant, pour cube magie, là, les dames là, descendaient dans la rue pour aller manifester. Simple cube magie. Elles descendaient dans la rue. Aujourd'hui, les pauvres personnes là n'ont pas à boire, on casse leur maison. Ils n'ont même pas un endroit pour dormir. Aujourd'hui, les Ivoiriens là, qu'on a cassé leur maison là, devinez-vous, tenez-vous bien, qu'est-ce qu'ils vont devenir ces enfants là dans 10 ans? Dans 10 ans, ils vont encore être dans la rue, devenir des voleurs, devenir des mendiants. C'est ça que Dramane Ouattara est en train de créer. Et ils ne veulent pas qu'on critique ça. Mais depuis quand tu dis que tu es élu dans un pays et qu'on ne peut pas te critiquer? Depuis quand on a vu ça? Donc c'est que tu es terroriste. Tu ne veux pas qu'on voit, tu as un masque, et tu ne veux pas qu'on voit derrière ton masque, on voit ton vrai visage. C'est pour ça que Dramane Ouattara empêche les Ivoiriens de le critiquer. Mais moi, en tant que placée, en tant qu'une femme gourou, je vais continuer parce que Côte d'Ivoire, c'est mon pays. Dramane Ouattara ne pourra jamais m'empêcher de critiquer ces pouvoirs moribonds criminels qui fait souffrir les Ivoiriens, qui maltraitent les Ivoiriens avec là. Moi, je continue. Voilà, je m'arrête là pour l'instant. Ok, merci maman, Dieu vous bénisse, femme gourou. La Sissi, ouvre ton micro, tu as la parole. C'est le seul Ivoirien nordiste sur le panel. Veuillez m'excuser, je vais lui donner la parole. La Sissi, ouvre ton micro, vous avez la parole. Ouais, c'est la... Oui, bonjour. Bonjour Massina. Bonjour tous ceux qui sont sur le panel. Bobby, l'autre jour, je suis monté sur ton panel. Bon, j'étais sur un truc d'un débat là, j'ai demandé qu'est-ce que. Bon, c'est quoi le thème? Tu m'as fait descendre tout de suite. Et pourtant, moi, je suis ton gars. Un jour même, tu m'as même dit que tu vas me donner une forme BT. Tu te rappelles pas? Ah! Ouais. Donc, c'est pas déconner. On veut plus, hein. On se marie plus, bon. Loin, hein. C'est marié entre nous maintenant, on veut plus. C'est bon. Ouais, ok. Bobby, t'as dit certains trucs où je suis pas trop d'accord avec toi. D'accord, vas-y. Tu sais que Tio Fosé là, avec Fofi là, les deux là, je pense bien que ceux-là, les deux là, ils sont rentrés dans l'armée avant toi. Les Fofi là, depuis dans les années 82, Fofi est dans l'armée. Tio Fosé pareil. Tio Fosé, c'est pas quelqu'un qu'on a ramassé dans la rue et puis on l'a mis dans... Non. Donc quand tu dis que non, c'est des illettrés, c'est des gens qui savent pas... Non, c'est que tu... Attends. Motion, tu m'as pas compris. Oui. Moi, il dit, dans la rébellion, le plus gradé, c'était Tio Fosé. C'est que tu m'as pas écouté. Celui qui allait à l'école dans la rébellion, là, c'était Tio Fosé. Il était adjudant. Il était adjudant. Deuxième, c'était Ibé. Il était sergent-chef. Oui. Il reste là. Et tout ça, il est très. Ouais, mais tu sais, dans l'armée. Ouais. Moi, là, ici, je ne mets pas eux tous dans le même lot. Je dis toujours, Tio Fosé, là, il était adjudant. Tu comprends? Ibé, il était major à la présidence. C'est pourquoi on l'appelait major. Le major, ce n'est pas son nom, hein. Il était sergent-chef. Et tu vois. Oui. Sergent-chef, oui. Mais maintenant, c'est ce que je veux dire. Oui, c'est ce que je veux dire. Excuse-moi de te couper la parole. C'est ce que je veux dire là. Quand tu dis que c'est des illettrés et tout, au fait, c'est des gens au moins sur un minimum. Est-ce que tu vois, c'est pas comme les gens qui ne savent pas lire ni écrire, qui ne savent pas parler français. Non, ils ont un minimum. Est-ce que tu vois? Moi, écoute, moi là. Mais peut-être c'est mon s'il te plaît, comme c'est moi qui ai parlé de ça, attends, je vais lui clarifier. Et le frère là, Sissi. Non, attends, j'ai fini avec Bobby. Attends, non, tu as posé un sujet, tu as posé un problème, je vais répondre à ça. C'est pour ça que je t'ai interrompu. Je vais dire que, là, Sissi, en Côte d'Ivoire, là, pour être officier dans l'armée de Côte d'Ivoire, là, on n'a pas dit faut être lettré ou bien illettré, non, hein. On dit, pour être officier dans l'armée de Côte d'Ivoire, il faut avoir la licence. C'est-à-dire, quand tu as fini d'avoir BPC, bac, licence,
On passe un concours pour devenir officier supérieur dans l'armée de Côte d'Ivoire. On ne devient pas colonel dans l'armée de Côte d'Ivoire comme ça. Ça n'existe pas. Sinon, on a des sergents qui sont des intellectuels. On a des caporaux même qui sont très intellectuels. Tu comprends, non? On a des sous-officiers qui sont très intellectuels. Est-ce que tu sais qu'aujourd'hui, on a des petits frères qui ont la maîtrise, mais comme ils n'ont pas le réseau, ils passent concours de sous-officiers et puis ils rentrent dans l'armée. Ils sont souvent même plus diplômés que des officiers supérieurs. Mais comme on comprend, voilà, beaucoup même. Tu comprends, non? Maintenant, un gars comme Thio Fosier, qui est dans l'armée, tu as un galon de sous-officier, c'est-à-dire il a un galon de sergent-chef ou bien de capitaine. Regarde IB, Thio Fosier, et puis Fofier. Ceux-là, ils ont eu licence là, en quelle année pour qu'on les prenne comme colonel? C'est la question que je te pose. Voilà, maintenant je te réponds là. Tu sais que ce que tu as dit là, je suis parfaitement d'accord avec toi. Hein. Mais tu sais que ça en Afrique là, souvent le chef de l'État, lui-même là. Non, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Ça n'est pas en Afrique. C'est pas en Afrique. Mon frère. Faut pas nous mentir. Ce n'est pas en Afrique. Tu ne parles pas des gens qui sont incultes. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Faut pas dire en Afrique là. Ce que tu dis là, eux-mêmes ils sont si ils sont en train d'écouter, moi te dis non, là, ça se dit pas. Ça ne se fait pas. Bon, par exemple, Assimi qui est colonel là, il s'est mis général. Est-ce que ça se fait? Oui. Commandant, je lui réponds doucement. Lassina, Assimi là, il est colonel, il est en voie de devenir général. Lui-même là, en tant que chef d'état-major, chef suprême de l'armée là, un colonel peut facilement devenir général. Mais un caporal ne peut pas devenir colonel. Ça n'a jamais existé dans l'armée de Côte d'Ivoire. Lui-même, il se nomme général, il n'y a pas de... Oui, ça c'est lui, c'est pas en Côte d'Ivoire. J'ai dit, un colonel là, c'est un officier supérieur. Un général là, c'est un officier supérieur. Tu sais qu'ils sont dans la même classe, non? C'est comme tu dis un enfant qui est quitté au CM1 pour qu'elle est devenue au CM2. Pour que tu comprennes. Sinon, un caporal là, c'est comme tu enlèves un enfant au CP2 et puis tu l'amènes au collège. Ça ne se fait pas au monde. Ça n'a jamais existé. C'est en Côte d'Ivoire. Tu vois, je t'explique. Quand ils ont fini la rébellion là, chacun s'est donné le nom de commandant. Ça, c'est juste un nom. Tu comprends, non? Un caporal là, il peut dire bon, comme on m'a donné, on peut dire il est commandant. Voilà encore un bien officier qui est là. Parce que chacun commandait un groupe. Chacun se nommait commandant. Lassina, c'est que tu es en train de faire là. Tu es en train d'insulter notre armée, Lassina. Non, chacun commandait un groupe. Donc, ça ne fait pas de toi un commandant. Un commandant là, c'est un corps habillé qui a des barrettes sur son épaule. On dit tu commandes une unité. Ça ne fait pas de toi un commandant. Lassina, faut pas nous insulter. Tu es en train d'insulter les Ivoiriens. Mais chacun avait son unité. Mais avoir une unité là, ça ne fait pas de toi porter des barrettes. Voilà un officier qui est en bas de nous là. Commandant Djangoni là, c'est un officier. Quand tu fais ça, tu es en train de nous insulter. Bon, okay. On n'est pas en Côte d'Ivoire. Nos amis blancs là, ils nous regardent sur les réseaux. Quand ils voient ça, ils disent voilà, pourquoi vous jetez son corps? Esprit, c'est bon. Djangoni, il ne faut pas répondre des trucs comme ça là. Il faut laisser nous reprendre ces gars là. Esprit, est-ce que tu as compris ce qu'il a dit? Il dit que chacun commandait quelque part. Donc il est commandant, toi aussi, tu m'as dit fou. Ils sont trop malades ces gars. C'est pas possible. Commandant Djangoni, ouvre ton micro, vous avez la parole. Ouais, Quand on est en train de faire des débats comme ça, entre nous les toclos là, il faut nous laisser en faire des débats comme ça. Faut pas intervenir dedans. Comme il commandait une unité dont il va porter barrette. Tu as vu ça où? Tu vois, ça me rappelle un peu, la différence que les gens font pas entre souvent, on dit le chef d'escadron et le chef de l'escadron. Tu as vu? Le chef d'escadron, quand on dit chef d'escadron là, ça veut aussi dire commandant. Bien sûr, ils savent pas. Chef d'escadron, c'est aussi le grade de commandant. Et puis chef de l'escadron, ça veut dire celui qui commande un escadron. Donc souvent les gens ils font pas la différence. Quand on dit chef d'escadron, il dit non, c'est pas lui. On dit chef d'escadron, c'est aussi le grade de commandant. Voilà 4 barrettes. Donc, on peut dire commandant comme on peut dire chef d'escadron. Mais quand on dit le chef de l'escadron, là, on parle d'une unité constituée. Non, tu as vu, c'est un peu la différence. Ils font pas cette différence-là. Et ils pensent qu'un commandant d'unité, ça équivaut au grade de commandant. Et puis bon, bref. Je voulais. Voilà, mais il a commandé quelque part. C'est ce qu'il faut. Voilà, ça dit,
J'allais quand c'est la différence. Ils ne font pas de différence dans ce truc-là. D'accord. Donc, je voulais saluer d'abord tout le monde. Aller à l'école, c'est bon. Hein. Et puis, aller à l'école, là, c'est bon. Aller à l'école, là, c'est bon. Ils savent pas. Voilà. Je voulais saluer tout le monde et puis répondre rapidement sur quelques points avant de laisser le micro. Ouais, d'abord, le premier point, tu as le colonel-major Fofé Kouakou qui avait demandé sur les sanctions qu'il avait eues au niveau de l'ONU, la cause de ces sanctions-là. En fait, l'ONU, dans ses investigations à Congo, il s'est avéré qu'il y a eu enrôlement d'enfants soldats. Il avait enrôlé, il avait contraint les parents à envoyer leurs enfants sur les lignes du front. Donc, il avait enrôlé des enfants soldats, chose qui est interdite par la loi internationale. Ensuite, il y a eu la découverte des charniers dans la ville de Korogo, où il y avait vraiment beaucoup de personnes qui avaient été exécutées d'une balle dans la tête. Et donc, après toutes ces découvertes de fausses communes et tout ça, il y a eu l'épisode des conteneurs et tout ça. Voilà, donc alors qu'en droit international, le prisonnier a un minimum de droits. Voilà, un prisonnier, que ce soit un prisonnier de guerre ou bien un prisonnier de droit commun, il a un minimum de droits qu'on doit lui concéder. Et donc, au vu de tout ça, l'ONU et la communauté internationale avaient conclu que c'était des crimes de guerre, c'était des crimes de sang, parce que c'était des exécutions en masse. Voilà, si au moins il y avait eu des gens qui avaient été dialogues de combat, mais ce n'était pas ça, c'était des arrestations et des exécutions sommaires. Donc, au vu de tout ça, l'ONU avait conclu que Fofé Kouakou devait être poursuivi pour crimes de guerre et pour crimes de sang. Donc, il y a eu un mandat d'arrêt qui avait été émis contre lui et en plus, il était interdit de sortir du pays. C'est-à-dire que le mandat d'arrêt, s'il sort du pays, on l'arrête. Voilà, tant qu'il est dans son pays, on ne l'arrête pas. Voilà. Et donc, il avait été vraiment condamné par les instances internationales, comme quoi c'était un criminel de guerre, il avait commis des crimes de sang et tout ça, enrôlement d'enfants soldats, et puis contre-gêné et tout ça. En tant que gouvernement sérieux, Ouattara qui dit qu'il ne se reconnaît pas dans la rébellion, mais il aurait pu répondre à la convocation de l'ONU en disant, bon, vous dites que je suis de connivence avec la rébellion et moi je dis que je ne suis pas de connivence. Pour vous prouver ma bonne foi, ben, je vous livre une chose, il faut faire quoi que vous recherchez. Mais il ne l'a pas fait. Donc ça veut dire qu'il avait cautionné tout ce qui avait été fait par les chefs de guerre. Voilà. Et puis, deuxièmement, il y a eu l'épisode où la sœur a parlé un peu de tout ce qui s'est passé au niveau des chefs de guerre et tout ça. Effectivement, comme je l'ai dit là, les chefs de guerre là, tout déplacement d'un ressortissant ivoirien quittant une zone CNO pour venir dans la zone sud, quel que soit le motif, avait droit à avoir un laissez-passer, du moins signé par un comme zone, avec cachet et signature moyennant une somme. Ça, c'était indéniable. Même si, c'est-à-dire, je dis bien tout citoyen ivoirien résidant dans la zone CNO et décidant faire mouvement dans un quelconque lieu de la Côte d'Ivoire, était sommé d'avoir un laissez-passer en bonne et due forme signé des maîtres d'un chef de guerre ou des comme zone moyennant une somme. Et donc, tous ceux, même les commerçants qui venaient vendre leurs marchandises dans les zones frontalières à la zone de confiance, devaient payer de l'argent et ils devaient avoir, comment on appelle ça, un laissez-passer ou une autorisation qui m'a signé. Voilà, d'abord même avant d'espérer avoir un laissez-passer, d'abord tu payes 1000 francs. Ça veut dire pour avoir d'abord accès au chef de poste pour faire la doléance, d'avoir un papier et tu m'as signé une autorisation, tu payes 1000 francs. Maintenant, quand le chef de poste il va remplir ton papier, même c'est pas lui qui remplit parce qu'il ne sait pas lire ni écrire. C'est toi qui remplis le papier et puis maintenant tu lui donnes. Quand tu vas acheminer, tu mets l'argent dessus entre 5 000 et 10 000. Tu achemines ça chez le Comzone, ils vont signer et on te ramène ton papier. C'est au vu de ça que tu peux te déplacer. Voilà, donc c'était ça, c'est ce qui alimentait leur caisse qu'on appelait la centrale. C'est tous ces mouvements-là qui alimentaient leur caisse noire qu'on appelait la centrale et qui était gérée par, je crois, Dosso Moussa, ministre, qui est aujourd'hui ministre, qui est aujourd'hui
au niveau de, je pense que c'est celui qui gère la Pétrosie, mais je ne sais pas quoi, ministre des choses de l'énergie, là. C'est lui qui gérait la centrale, c'est-à-dire la caisse noire des rebelles. Tout mouvement, c'est-à-dire même un commerçant qui voulait aller vendre son produit quelque part, pour avoir une autorisation là, de passer avec ton produit, il faudrait que tu aies un laissez-passer. Et ce laissez-passer là, il devait être signé par un comme zone. Si ce n'était pas le cas, non seulement tu n'étais pas amené à bouger, mais tes produits étaient confisqués. Voilà. Donc, tout ce qui se faisait comme mouvement de transaction, de déplacement de biens et de personnes en zone de confiance, de la zone de confiance, de la zone CNO, dans une quelconque zone de la Côte d'Ivoire, que ce soit en zone gouvernementale, tu étais sommé de payer quelque chose et avoir un laissez-passer, une autorisation de sortie, en fonction de quoi tu payais comment on appelle ça, un montant qui oscillait entre 5 000 et 10 000. Donc voilà un peu comment les gens, pour corroborer un peu ce que la sœur a dit, voilà pour corroborer ce que la sœur a dit, et puis pour finir ce que le député William Atebi a dit. La belle sœur, faut préciser. Voilà, d'accord. Voilà, donc pour finir ce que le député William Atebi a dit, ce qu'il a dit, il a relaté un peu tout le processus dans lequel Gbagbo s'est engagé pour pouvoir donner la paix à la Côte d'Ivoire. Voilà, parce qu'il faut dire qu'il a énuméré un certain nombre de choses que les gens refusent, que les gens d'en face refusent comment on appelle ça, de reconnaître. C'est-à-dire, en somme, c'est une ingratitude. Voilà, c'est une ingratitude. Eux, ils prennent ça pour de la faiblesse de la part des Gbagbo. Quand il dit que le président Gbagbo, il a réajusté leur carrière militaire, il leur a fait un rappel, il les a amnistiés, il a tout fait, ce n'était pas de la faiblesse. Voilà, ce n'était pas de la faiblesse. Lui, il a dit qu'il voulait pas que les fils et les filles de son pays s'entredient. Donc, il voulait éviter ça. Donc, c'est pour ça qu'il a fait ce qu'il a pu pour pouvoir éviter que les gens en arrivent à s'entre-déchirer. Mais, puisqu'ils avaient un autre objectif derrière, voilà, ils avaient un autre objectif derrière. Cet objectif-là, ils devaient d'abord l'atteindre avant de faire quoi que ce soit. C'est en cela qu'ils sont allés jusqu'au bout. Voilà, ils sont allés jusqu'au bout. Sinon, ce n'était pas le fait de dire que les Djoula, les nordistes étaient marginalisés. La preuve en est que aujourd'hui, les Djoula, les nordistes, c'est eux qui sont au pouvoir. Mais de quoi ont-ils peur? De quoi ont-ils peur? C'est eux qui sont au pouvoir. Donc, on peut dire que c'est eux qui marginalisent aujourd'hui, parce que c'est eux qui ont fait le rattrapage ethnique. C'est eux encore qui sont dans les dénonciations, dans les menaces, dans les critiques, comment on appelle ça, dans la manipulation. Mais c'est vous qui êtes au pouvoir, mais restez tranquille. Dirigez le pays là tranquillement. Personne, en 10 ans, 15 ans, 20 ans, il n'y a jamais eu une rébellion qui est venue vous inquiéter. Il n'y a jamais eu une tentative de coup d'État qui est venue vous inquiéter. Mais de quoi avez-vous peur? Vous êtes toujours là en train de lancer des pics aux autres, lancer des pics. À un moment donné, les autres, ils vont réagir. Ne dites pas que les nordistes, ils sont, comment on appelle ça, ils sont marginalisés. Il faut n'être pas marginalisé. Et puis Makosso, ce gars, excuse-moi commandant, mais Makosso, ce gars-là, qui vient dire ouvertement que si on ne doit pas le pouvoir, attends, on est mort. Alors toi, t'as vu un gars comme ça, là, et puis les gens l'écoutent. Toi, tu dois des années de prison à la justice ivoirienne. Tu dois des années de prison. Je ne veux même pas qu'on prononce son nom ici, mais c'est de faire sa publicité gratuite. Lui, c'est dit là. Ça n'engage que lui, ça ne vaut rien, ça ne compte pas. Il est nul, il ne vaut rien. Il s'énerve tous. Il ne faut même pas en parler de Makosso aussi. Non, ce n'est pas une publicité qu'on lui fait. La Bible dit que quand la loi est là, le péché existe. Il faut qu'on lui dise qu'il prend un mauvais chemin. Parce que demain là, quand on va le prendre, on ne va pas qu'il dise, je ne savais pas ce qu'il disait, pardonner, on ne m'a pas dit. Non, on va te dire que ce que tu dis là, tu n'as pas le droit de dire ça. Tu dois des années de liberté, de choses, comment on appelle ça, de prison, choses à l'état de Côte d'Ivoire. Donc, il faut savoir te tenir tranquille à l'écart de tout ce qui est décision politique au niveau de la Côte d'Ivoire parce que tu n'es pas concerné. Voilà, donc c'est un peu ce que je voulais dire. Et puis bon, le frère qui parle de choses des officiers, machin, qu'il sache que Assimi Goïta, là, c'est-à-dire un officier, c'est un officier supérieur. Voilà. Et puis, pour passer du grade de colonel à colonel-major, là, ça, c'est avancement. Mais à partir de ça, là, pour aller au général, là, c'est nomination. C'est pourquoi on dit que le grade de général, c'est un grade, ça, c'est un grade politique. Pour passer de colonel à général, c'est nomination. On te nomme. Les autres là,
pour passer de sous-lieutenant jusqu'au grade de lieutenant-colonel à colonel, ça c'est des avancements. Voilà, après 5 ans, tu avances avec tes promos. C'est-à-dire, tu as un coup d'état-major à passer arriver au grade de capitaine ou bien de commandant. Et puis, aller chaque année, chaque 5 ans, 6 ans, tu avances de grade. Voilà, ça, c'est ce qu'on appelle les avancements. Mais pour passer général, là, c'est nomination, c'est le président de la République qui te nomme. C'est pourquoi on dit que le grade de général, c'est un grade politique. C'est le président qui te nomme. Si le président t'a pas nommé, tu ne peux jamais être un général. Tu peux t'arrêter au grade de colonel-major, mais général, là, tu ne seras jamais parce que c'est une nomination. Donc, si Assimi Goïta, qui est colonel et qui est président, il s'est nommé général, il est dans son droit. Il est dans son droit. Mais on dit, Chérif Ousmane, qui n'a pas passé le concours d'EFA, qui n'a même pas eu à faire chose qu'on appelle ça, des années de formation à l'EFA, qui est resté là dans la rébellion jusqu'à qui est passé de là au grade de commandant à général. Aïe, même si on dit, vous aussi, ces choses, comment il s'appelle, au moment où Chérif Ousmane, il était sergent, Abbé Jean Noël, il était lieutenant. Au moment où il était sergent, Abbé était lieutenant. Aujourd'hui, là. Non, ouais. Non, au commandant à rectification, il n'a jamais été sergent. Non, Chérif Ousmane, j'ai dit. Chérif Ousmane, en 99, quand ils étaient en train de faire le coup d'état contre Bédié, et qu'ils avaient cassé la prison, et qu'ils avaient mis les prisonniers dehors, et que le commandant Abidjan Noël était chargé de sécuriser toute la commune d'Adjamé pour ne pas que les prisonniers viennent piller les magasins, et qu'après Chérif Ousmane est venu croiser Abéi sur le boulevard Nangui à Brogoua pour lui demander de les rejoindre, qu'en fait c'est un coup d'état et que lui, Abéi, il sera nommé ministre, et puis Abéi a refusé. Il était sergent, Abéi était lieutenant. C'est là qu'ils ont fait le coup d'état contre Bédié, là, en 99, où il est venu le jour où Bédié est tombé, là. Le jour où Bédié est tombé, il est venu 2 fois croiser Abéi. La première fois, il est venu le matin, du 24, là, il est venu avec de l'eau, avec du pain, et puis ça a venu pour dire à Abéi, ah, c'est grâce à toi qu'il n'y a pas eu de débordement. Donc, vraiment, pour te dire merci, voici de l'eau pour tes éléments et tout ça. La deuxième fois, avec 11h, là, il est venu, à 10h, 11h, là, il est venu maintenant proposer à Abéi de se joindre avec tous ces éléments à lui parce qu'ils avaient peur de la riposte de la gendarmerie. Donc, ils voulaient qu'il y ait forcément une partie de la gendarmerie à leur côté. Abéi lui a dit non, ce que tu as train de faire, moi, on m'a envoyé de venir pour canaliser, pour protéger la commune de Adjamé et puis avec tous les magasins. Donc, c'est ce que j'ai fait. Si vous avez comment on appelle ça, si vous avez des explosifs cachés, ça c'est entre vous là-bas. Moi, je ne mange pas de ce pain-là. Il avait refusé. Voilà, il avait refusé. C'était la deuxième fois que Abéi refusait leur rapport parce qu'il y a eu d'abord une approche où il est allé intercepter un véhicule qui partait, je crois que je l'ai déjà dit sur ce panel, vers l'église Saint-Jacques de Cocody, et puis le véhicule est tombé dans un ravin. Lui, il s'est porté là-bas, puisqu'il était en patrouille, il s'est porté là-bas pour assister les gars. Et ce qu'il a vu dans le véhicule, il a appelé directement le commandant Abbé qui a et il a dit, mais mon commandant, ce n'est pas une mutinerie, c'est un coup d'état parce que je vois, il y a des roquettes dedans, il y a des armes pas possibles dedans. On ne peut pas faire de mouvement de troupes avec ces armes-là si c'est uniquement que pour des revendications. Ils n'ont pas pris au sérieux. Vous voyez, ils l'ont pas pris au sérieux. Et c'est là que il a encore relancé. Il a encore relancé en disant que ce qu'il voit venir là, c'est un coup d'état. Il faudrait qu'on mette une unité de gendarmerie à la hauteur de la Riviera 2 pour essayer de couper tout approvisionnement venant des camps militaires d'Akwedo là-bas. Ils ne l'ont pas écouté. C'est quand Bédié est tombé, ils ont dit, ah, donc ce qu'Abéi disait là, c'était vrai. Il était dit, ah, trop tard. C'est là maintenant que les gens lui proposent, de monter une force de choses, comment on appelle ça, une force de réplique pour pouvoir monter une force de choses, comment on appelle ça, une force de réplique pour pouvoir. Non, moi, je ne peux plus. Pour que moi, on me canade, ce n'est pas possible. Donc, c'est pour dire un peu que ces gars-là, c'est depuis l'idée qu'ils avaient conçue de mettre Ouattara au pouvoir qu'ils avaient déjà lancé leur mode de choses d'attaque pour pointer la Côte d'Ivoire dans le dos et qu'aujourd'hui, ils ont eu toutes ces récompenses-là. Colonel-major, général, tout ça, c'est pour faire que, à tout ce qu'ils ont fait durant toutes ces années-là, les choses défigurent la Côte d'Ivoire. Donc voilà un peu.
Ok, mon collègue Jagorebi, je vous remercie. Comment va-t-il, notre héros national, le colonel-major Abbé Jean-Noël? Avez-vous de ces nouvelles, mon commandant? Bon, honnêtement parlant, vous savez, le commandant Abbé, c'est quelqu'un qui n'aime pas tendre la main. Et ça, mon commandant, il n'aime pas tendre la main, il est dans son coin. Mais à la question de savoir s'il va bien, je dis qu'il ne va pas bien parce que quand tu n'as pas de quoi offrir à ta famille, tu ne peux pas aller, quand tu es père de famille, que tu n'as pas de quoi nourrir ta famille, mais tu ne peux pas aller bien. Voilà, quand tu es père de famille, que tu as travaillé dans le temps et qu'aujourd'hui, tu es laissé pour côté, que tu n'arrives pas vraiment à te soigner, tu n'arrives pas à manger, tu n'arrives pas à scorer tes enfants, tu ne peux pas aller bien, ni physiquement, ni dans la tête. Donc, je dirais en un mot que le commandant Abbé, il ne va pas bien. D'accord. En fait, comme je l'ai dit, moi, personnellement, ils ont sauté mon compte TikTok, mes 2 comptes Facebook, ils ont sauté. Et là, je suis en train de reprendre mes abonnés. Là, je suis à peut-être 37 000, 38 000, voire 40 000 abonnés. Mais dès que je serai à 100 et quelques abonnés d'ici 2 mois, je pense que bien, on va lancer une cagnotte pour soutenir le colonel-major Jean-Noël Abbé. Je prends ça sur moi pour, voilà, je tenais à te réaliser. Ou bien peut-être même à 50 000 abonnés, on va essayer de faire avec, lancer une cagnotte pour pouvoir soutenir notre héros national, celui-là même qui a refusé près de 500 millions de francs CFA. Est-ce que, mon commandant, vous pouvez nous rappeler les faits historiques de notre Côte d'Ivoire? Bon, le commandant Diagourmi nous a foncé compagnie. Je donne la parole à Nina, vous avez la parole. Hein. Après, maman. Moi, je pense bien que, le commandant Bobby, avec ce que tu viens de dire, moi, je pense bien qu'il aurait dû accepter les 500 millions. Hein. Il aurait dû accepter. Ah. Oui, oui, ça c'est clair. Tiens, il aurait dû accepter. Pourquoi il a refusé? Pourquoi il fait ça? Ah. Il aurait dû accepter. Les codes des Zakaria, là, ils n'ont pas pris pour Gbagbo, ils ont pris et puis ils sont restés à leur poste, ils ont bougé. Ils pourraient jouer de sa stratégie aussi. Ils pourraient prendre ça. Là aussi, là, il a zaï. En tant qu'un bon militaire, là, on bouille le mince. Fallait prendre et puis faire croire que tu es eux, ou pourtant tu n'es pas eux. Vous pouvez faire ça. Ton mari va avoir problème, hein, tu es trop esprit. Non, mais c'est vrai. Parce que les gars, ils nous ont montré ça. De son mari. Je ne suis pas mariée encore, je cherche mari, mais il y a un mari ici. En tout cas, esprit. Donc, tu as marié esprit. Si tu es esprit, c'est pour marier esprit. Quand ici, là. Est-ce que va me tuer? Donc, pendant Bobby, tu vois, non? Les gars, là, ils nous ont dit ça. Ils nous ont dit que Gbagbo a payé la paix. Est-ce que paix, on paye? C'est pourquoi souvent, tu sais, moi, je suis Gbagbo, hein. Je suis Gbagbo, mais souvent, quand il m'assoit comme ça, le vieux, là, le regarde, il dit, mais tu as déconné, papa. Non, le vieux Azaï. Papa, tu as déconné. Tu étais entouré de qui même? Tu étais entouré de qui? Tous des ventripotents. C'est que c'était des mangeurs, des inconscients, des vendus, au fait. Est-ce que tu sais que, Bobby, avant la rébellion, c'est pas comme le pouvoir en place de Gbagbo, là, ça n'avait pas la lettre, hein? Nous, on était dans le nord. J'ai dit, 16 heures, je partais faire des courses. J'ai vu une colonne de chats. Tu sais, moi, mon papa est dans le corps. J'ai vu une colonne de chats. J'ai dit, bon, mais c'est que quand tu vois, ça coupait. C'est que toute la population était scandalisée. Les colonnes, ça quittait. Je peux dire, non, on ne pouvait pas compter le nombre de voitures, le nombre de chats. C'était trop. Donc, pour finir, ils avaient garé, tu sais, à faire qu'il y avait l'escadron, il y avait la brigade et puis il y avait le commandement supérieur. On avait 3 unités de gendarmerie. Donc, du coup, les colonnes là, on dit non, ça part dans le nord, ça va, c'est une commande du Burkina. Et c'est ces mêmes armes là, qui sont revenues nous dire ici. C'est les mêmes armes là qui sont revenues nous dire ici. Même si eux n'ont pas de port, que tout doit passer par Abidjan là. À un moment donné, là, j'ai dit, les gars, un matin, on dit non, le gouvernement dit qu'il n'y a plus de barrages. Est-ce qu'une zone comme le Nord, une ville frontalière comme fait qu'on peut enlever les barrages, quel que soit le paix de Damoclès qui est sur ta tête, c'est toi, tu es le dirigeant. À un moment donné, il ne faut pas tout accepter. Ils ont mis la pression. Non, il y a trop de raquettes. Non, il y a trop de... Non, on nous escorte tous sur la route. Ils ont commencé comme ça. C'était leur stratégie, hein.
C'était les stratégies. Parce qu'ils savaient que la gendarmerie, là, elle était vraiment très organisée, elle était très puissante. Donc, pour déstabiliser cette armée, il fallait trouver des stratégies. Non, il y a trop de raquettes. La pression sur le gars matin, on envoie un rapport là, non, libérer quand même les voies, il y a trop de barrages, c'est rentré ici. Même s'il y a trop de barrages, la ville de fait que c'est une ville frontalière. Donc, du coup, le barrage de l'entrée comme de la sortie là, on ne doit pas enlever ces barrages là. On ne peut pas enlever ces barrages-là. Si tu me dis que non, tu quittes à Wangolo, ben tu quittes au Burkina, tu arrives à Wangolo, qu'il n'y a pas de barrage, je peux comprendre. Mais une ville comme fait, après fait que tu as le choix entre tu veux passer par Sinimatiali pour aller à Korogo, ou bien tu veux passer par Tafere pour aller à Boaké. Tu as le choix. Soit tu passes par Korogo pour aller à Boaké, soit tu passes par Tafere pour aller à Boaké. C'est que c'était une zone stratégique. Tu vois, non? Une zone à ne pas minimiser. Et puis, c'était une... Non, quand même. Ce qu'il m'assoit, et puis je réfléchis. Moi, mais j'étais pas du corps, hein. J'étais pas du corps, mais franchement... Parce que mon papa était du corps. Donc, lui, tout ce qu'il voit là-bas, là, quand il vient s'asseoir là, il nous explique, non, le gars s'est plaigné trop, non, on était là. Ah, moi, on savait même pas ce qui s'est préparé. Les gars étaient en train de préparer un coup d'état pas possible. Et aujourd'hui, ils viennent, ils se jouent souvent, les gens comme ils sont étonnés. Ils n'étaient pas étonnés de l'histoire. Ils étaient quand même au courant de ça. Ils vont venir se jouer les étonnés ici aujourd'hui. Nous, tous, on perd les pots cassés. Aïe! Et ça s'est transformé en rébellion. Et je te dis, quand les gars, ils ont pris la ville de Fek, ils ont pris toutes les villes. Ils ont commencé par Abidjan, ils ont tapé Poto. Ils sont venus, ils ont pris Boaké. Les CTK, ils ont pris CTK de Korogo. Boaké, Korogo est tombé dans les mains. Voilà une ville comme Feke qui veut résister. Nous, on a dit, vous voulez résister par quoi? On dit, ils ont pris Boaké. Ils ont pris un chose Korogo. C'est quelle histoire d'aller vous mettre sur les toits, avec les Kalachnikov à peine, même si ça, des Kalachnikov rouillés. Hey, restez tranquille, ne cherchez pas à vous cacher. On dit, les gars, ça arrive. Vous voulez résister. On dit, ils ont pris Boaké, ils ont pris Korogo, vous résister quoi? Ils ont tué tous les commandants, les 10 gars de Boaké, de Korogo, on les a déjà. Vous allez faire quoi? Donc, cherchez-vous. Et c'est comme ça. Donc, pour qu'ils viennent prendre Feke, là, ils ont mis 3 à 4 jours pour rentrer à Feke. C'était pas facile. Pour rentrer à Feke, parce que les gars de Feke ne voulaient pas désarmer. Ils ont dit aux gars de désarmer, les gars de Feke, ils n'étaient pas... La plupart des gens de Feke, ils n'étaient pas corrompus. Tu vois, ils n'étaient pas corrompus. Non, les gars ne voulaient pas désarmer. Eux disent, non, c'est que ils sont militaires, ils vont mourir au front. Si les gars viennent, il y a affrontement, on verra s'ils ont pris le dessus. Mais ils savaient que c'était déjà biaisé d'avance. Mais au moins, ils voulaient laver quand même leur honneur. Donc, quand les gars ont quitté Korogo avec les mortiers, j'ai dit, ils sont à Sinimatiali. Lui, il a fait Korogo, non? Oui, tu étais à Boaké. Si tu as fait Korogo, tu peux connaître la zone. Ils étaient à Sinimatiali, qui fait que Trump. Est-ce que ceux-là, est-ce que les enfants de 2000, ils ont connu les enfants de 2000, c'est des enfants. J'ai dit, ils sont assis. Les gars, tu penses qu'ils sont derrière ta maison? On dit, non, hein, ils sont encore à des kilomètres et des kilomètres. Ils sont même pas encore arrivés, même, chose, comme on appelle, à l'entrée de Feke. Et puis, il y a les gars, et puis la vie de Feke Trump. Bon, c'est des gars comme ça, vous voulez dire non, on va faire affrontement. Pourquoi ils ont déjà gagné d'avance. Maintenant, quand ils ont pris la vie de Feke, qu'est-ce qui s'est passé? Ces gars-là, on ne peut pas les pardonner, hein. On ne peut pas les pardonner. Non. Quand vous avez déjà pris l'avantage. Quand vous êtes arrivés, les gars ont déjà mis le drapeau blanc, vous avez déjà gagné. Qu'est-ce que vous faites? Soit peut-être c'est des prisonniers, ils deviennent des prisonniers de guerre, soit, je ne sais pas, mais vous les mettez en prison. Les gars, vous les avez trouvés désarmés. J'ai dit, ceux qui ont pu mettre la main sur eux, ils ont tous tué les gars. Mais moi, j'ai une motion. Il y a une motion. C'est-à-dire qu'on vous dit les gars arrivent. Et toi, tu es militaire, tu es gendarme. Toi-même, tu te désarmes. Ça a quel sens? Depuis qu'on se désarme pour se donner un rebelle. Attends, ça a quel sens? On dit, moi, mon cœur est attaqué. Et puis moi, il me désarme. Le gars, il arrive. Puis moi, il me désarme. C'est la seule option. Je peux fuir avec mon âme. Je peux fuir. Entrer dans la forêt. Partir, il me désarme. Il met le drapeau blanc. Il reste au camp. Il y a beaucoup confus avec les âmes. Ceux qui sont restés sur place là. Ceux qui sont restés. En tout cas, il y avait des gens qui étaient déjà sur des postes stratégiques. Il y avait des gens qui étaient en mission. Et la rébellion les a suivis. Ceux qui étaient en mission là. C'est lui seul. Je suis allé à l'information. Moi, je n'ai jamais permis qu'un gré me forme, que l'agora me forme. Mais il y avait des vidéos, il y a des bouquins,
des gens qui ont écrit, il y a des gens qui ont vécu. Et la meilleure manière d'avoir l'histoire de son pays, ce n'est pas de s'asseoir auprès d'un vieillard pour écouter. Mais quand on finit d'écouter ce vieillard-là, on va à l'information. D'autant plus que si le vieillard en question est dans la désinformation et que lui-même il n'est pas cultivé, il y a de fortes chances que tu passes à côté. L'âge que j'ai, c'est l'âge que la plupart de ceux qui se connectent ou qui sont en bas, qui insultent régulièrement ont. La différence entre eux et moi, c'est que j'ai eu l'information très jeune que la Côte d'Ivoire était attaquée. Je voyais les images. À cet âge, je ne comprenais pas. Mais quand j'ai eu l'âge de comprendre, je suis allé à l'information. La plus grosse bêtise que les gens font en Côte d'Ivoire, c'est que les gens s'asseyent autour des thés pour écouter des gens qui ne sont pas allés à l'école, des gens qui sont dans la diffamation, des gens qui ont passé leur temps à mentir. Comment on peut appuyer l'histoire d'un pays sur de la propagande? Comment on peut estimer, quelqu'un qui est normal peut comprendre qu'une roquette qui a été lancée, quelqu'un a dévié une roquette? Sincèrement, quand on est allé à l'école, est-ce qu'on peut penser qu'un individu a dribblé une roquette? Rien que cette information erronée. Mon petit, attends, il n'a pas dribblé, hein. Il a calé. On dit qu'il a pris sa main gauche pour dévier roquette. Quand tu dis la calé, c'est encore pire. C'est encore pire. Aujourd'hui, ceux qui reprochent beaucoup de choses aux anciens... Commandant, je t'ai envoyé un message en inbox là, faut voir. Je t'ai envoyé mon numéro en inbox, faut me faire un coucou, je vais t'envoyer ça. Ceux qui reprochent beaucoup de choses aux anciens Fancy, au FDS, ceux qui reprochent beaucoup de choses au président Laurent Gbagbo, il y a certains qui ont raison. Mais la plupart de nos frères qui viennent de la case caféinée, là, ils n'ont pas du tout raison parce qu'ils n'ont aucune information sur ce qui s'est passé. Aucune information. Comment on peut justifier que M. Faufier soit aujourd'hui un héros? C'est-à-dire que c'est le minimum pour un intellectuel. Lorsque quelqu'un a endeuillé des familles, quand il décède, c'est mieux. C'est-à-dire que si vous ne faites pas partie de ceux qui l'ont endeuillé, c'est mieux de vous taire. Mais applaudir quelqu'un et dire qu'il est héros, moi je suis désolé, ça me fait très mal. Et c'est pour ça que j'estime que le repenti du président Soro-Guillaume, ou du moins du ministre Soro-Guillaume, n'est pas vrai. Il n'a jamais dit que le président Ouattara est directement impliqué dans la rébellion. Il ne l'a jamais fait. Si, motion. Il a eu à dire ça. Hein. Il a eu à dire que la rébellion qu'il a fait pour... La rébellion qu'il a fait, qu'il assume. Mon commandant. La rébellion qu'il a fait pour... Non, commandant, je vous explique. Mon commandant, il n'a jamais reconnu. Il n'a jamais reconnu. Il dit que M. Ouattara sait beaucoup de choses sur la rébellion. Il n'a jamais reconnu. Il dit M. Alassane Ouattara sait beaucoup de choses sur la rébellion. Sur la rébellion. Il n'a jamais reconnu. Le journaliste a insisté à 2 reprises pour dire il est impliqué ou pas. Il dit il sait beaucoup de choses. Commandant, je vous donne un exemple simple. Ça fait un an que vous parlez de la crise. Le non-dit là, quand le journaliste lui a posé la question 2 fois, le non-dit là, il a dit, mais à qui ça profite? Il a dit au journaliste, à qui ça profite aujourd'hui? Vous avez tout compris. Et en Afrique, là, faut comprendre le sous-entend. Hein. Faut pas forcément chose. Il a dit, à qui ça profite aujourd'hui? C'est le sous-entendu là qui nous met dans le problème. C'est le sous-entendu là qui nous met dans le problème. Quand c'est vert, on va dire c'est vert. Quand c'est blanc, on dit c'est blanc. Mais on ne veut pas dire non, c'est une couleur qui tend à être claire. Non, quand c'est comme ça là, celui qui ne comprend pas français là, il va leur dire, Soro-Guillaume dit que c'est Ouattara qui a gagné les élections. Vous voyez un peu. La plupart que tous ceux qui ne sont pas allés à l'école là, aujourd'hui là, quand ils parlent là, ils disent que Ouattara c'est le meilleur des présidents. Parce que selon eux, c'est Ouattara qui a fait mieux que Gbagbo. Alors qu'ils ne savent pas que c'est Ouattara qui a envoyé la rébellion pour enterrer les Ivoiriens. Parce que Soro-Guillaume, il ne l'a pas ouvertement dit en face des Ivoiriens. Il a dit que Ouattara connaît, il sait beaucoup de choses sur la rébellion. Voilà. Parce que ça fait 2 fois. La première fois, excusez-moi, j'ai fait vite. La première fois, on lui a demandé, il dit quand on sort d'un mariage, on ne parle pas mal de la femme. Vous voyez un peu, ça veut dire que son mariage avec Ouattara n'a pas réussi. Il ne peut pas incriminer Ouattara, il ne va jamais accuser Ouattara. Parce que d'après lui, quand on sort d'un mariage, on ne parle pas mal de la mariée ou de son ex-femme. Donc ça veut tout dire. Je vous laisse continuer. Commandant, je vais donner 2 exemples. Puisqu'il y a ma maman Nina qui est là et que le commandant a parlé du mariage, je vais donner un exemple. Commandant, tout à l'heure,
Si vous êtes avec votre chérie et que vous l'offensez et que vous voulez lui demander pardon, la première réaction d'une femme, elle dit, mais demande pardon pourquoi? Même quand elle a l'information, elle sait que tu l'as frustrée et que tu viens lui demander pardon justement pour l'acte que tu as posé, elle va te poser la question de savoir, mais pourquoi tu me demandes pardon? Simplement pour que tu le dises. Il n'y a pas de sous-entendu quand il s'agit de l'histoire d'un pays. Moi, je ne crois pas que le sous-entendu fasse partie des devoirs intellectuels quand il s'agit de l'histoire d'un pays. On a en face de nous des gens qui ont menti complètement sur l'histoire. Et lorsqu'on veut rétablir la vérité, on ne passe pas par des sous-entendus. Il n'y a pas eu de sous-entendu quand il s'est présenté comme le secrétaire général de la rébellion. Il n'y a pas eu de sous-entendu. Ça a été clair, limpide, l'a même écrit dans un livre. Il n'y a pas eu de sous-entendu quand il a toujours félicité les Comzones, même aujourd'hui, pas plus tard qu'il y a quelques jours, lorsque Fofi est décédé. Il a salué Fofi comme un héros aussi. Il a salué Fofi comme... Il n'y a pas de sous-entendu. Pourquoi quand il s'agit de dire la vérité, on dit qu'il y a des sous-entendus? Il y a une chose qui est claire et qu'il faut comprendre. Moi, j'estime que la vérité ne vient pas lorsqu'on est frustré, mais la vérité vient lorsqu'on dit qu'on veut dire la vérité. Ce n'est pas parce qu'un mariage n'a pas réussi qu'on sort et qu'on dit parce que le mariage n'a pas réussi, je me rends compte que tous ceux qui disaient la vérité, tous ceux qui étaient autour de nous disaient la vérité. Les gens sont partis parce qu'on leur a proposé des choses, on leur a promis des choses. On ne leur a pas donné ces choses-là. Et c'est pour ça que ces personnes-là se sont désolidarisées. Ça, là, pour moi, je peux me tromper, je ne suis pas Dieu. Mais je crois que je pense que ce n'est pas un repenti sérieux. Parce que quand il y a un repenti sérieux, on dit, ben écoutez, depuis longtemps, vous nous demandez qui est le père de la rébellion. Je vous informe aujourd'hui que le père de la rébellion, ce n'est pas moi. Mais il a endossé. Aujourd'hui, quand on parle de père de la rébellion, il y a un seul nom. Ce n'est pas le secrétaire général de la rébellion, c'est Sorogium. Parce qu'il n'a jamais dit qui était derrière lui. Donc, il a toujours couvert ceux qui étaient derrière lui. Bref, ça, c'est un autre sujet. Mais pour revenir au sujet, comme je l'ai dit dès le départ, quand on est dans une nation et qu'on fait partie de la nouvelle génération, donc de la génération qui va participer à la gestion du pays, on va à l'information. Il y a ce que M. Fofana va me dire, M. Koulibaly va me dire, mais est-ce que Tapé va me dire? Est-ce que M. Kwasi va me dire, la guerre en Côte d'Ivoire s'est passée dans toute la Côte d'Ivoire, que ce soit au sud, parce que tout le monde a vécu la guerre. Donc, quand moi, je me retrouve au grain, et qu'on finit de me dire ça, quand même, un minimum de conscience va me pousser à aller chercher. Mais en fait, ce n'est pas qu'ils ne savent pas, hein. Ils savent, mais ils cautionnent le mal. Il y a une différence entre ne pas être informé, manquer d'informations, et puis la capacité que les gens se donnent à féliciter ce qui est mal. En Côte d'Ivoire, ce qui est mal là, c'est ce qui est applaudi. Ce qui est mal, c'est ce qui est salué. Ce qui est mal, c'est ce qui est loué. Je vous donne un exemple. Voici le monsieur qui est juste derrière, commandant Abbaye. Comment on peut radier un militaire parce qu'il a fait la guerre? Alors que parmi tous ceux qui ont fait la guerre et qui même sont restés sur leur position, il y en a d'autres qui se retrouvent aujourd'hui au sein de l'armée. Je ne dis pas qu'ils ont été vendus ou bien qui sont vendus, non, du tout. Je donne un exemple très simple. Quand vous prenez le cas du commandant Boniface, je ne dis pas que le commandant Boniface a trahi, s'est vendu, non, ça n'a rien à voir. J'ai dit que le commandant Boniface a fait la guerre comme le commandant Abbaye. Le commandant Boniface est là, il a été rétabli, le commandant Boniface est en fonction. Qu'est-ce qui justifie, quand on veut être logique avec soi-même, qu'est-ce qui justifie le fait que le commandant Abbaye et le commandant et le général de Goublé soient hors du corps? Rien ne justifie cela. Rien ne justifie cela. Les gens ont construit une vérité à eux et cette vérité les aide à se maintenir au pouvoir. Donc, ils vont tout faire pour entretenir cette vérité qui, en réalité, n'est pas la vérité que les Ivoiriens attendent, que les Ivoiriens ont vécu. Voici Maman Nina qui s'est exprimée ici, parlant de la guerre africaine. Quand elle est en train de dire ça, il y a quelqu'un qui certainement va se mettre sous le commentaire pour dire « Oh, quittez là, c'est faux ». Comment vous pouvez banaliser le vécu des gens? Et quant à vous, quand vous, au moins, quand on a fait ça, quand on vient au pouvoir, on dit « Bon, on va essayer de les blaguer. On va essayer de les blaguer, on va bien gérer le pays, on va leur donner un peu quelque chose, ça va nous permettre de nous maintenir. » Mais en fait, ils s'en foutent des Ivoiriens. Ils s'en foutent des Ivoiriens. Et je pense que ce qui s'est passé dans la rébellion, c'est la même chose qui se passe au pouvoir. La différence,
c'est que d'autres portent des costumes et d'autres ont conservé leur treillis. C'est toute la différence. D'autres ont conservé leur treillis et d'autres portent des costumes. Quand on parlait de M. Dosso qui gérait la caisse donc de la centrale, bon, aujourd'hui, il est où? Il est toujours là. C'est de là. On parle de rébellion en rébellion, de rébellion en rébellion. Malheureusement, et ça, c'est un cri de cœur que je lance à l'endroit de toute ma génération. Il y a des livres sur la Côte d'Ivoire. Ceux qui ont menti sur la Côte d'Ivoire, en dehors de Soro Guillaume, je peux me tromper, n'ont jamais écrit de livre pour confiner leurs mensonges dans les livres, parce qu'ils savent que le mensonge peut courir. Le mensonge peut courir, mais le mensonge n'arrive jamais plus vite que la vérité. Et ils ne peuvent pas écrire parce que ce n'est pas cohérent. Ils ont fabriqué une histoire qui n'est pas cohérente. Ils ne peuvent pas l'écrire dans les livres. Allez aux informations. On a des gens, des sachants qui ont écrit. N'allez pas voir les gens du PPACI, n'allez pas voir les gens du PDCI, n'allez pas voir les gens du RHDP. Ils sont endoctrinés. Mais il y a des intellectuels, des personnes qui ont dit « Je suis un Ivoirien et j'écris pour laisser un récit à la génération à venir ». Allez à l'information, prenez les informations vraies et arrêtez de vous laisser endoctriner. Parce que si vous vous laissez endoctriner, le compte c'est quoi? La rébellion de 2002, elle subsiste encore jusqu'en 2026 actuellement. Si cette génération-là n'est pas corrigée dans sa mentalité, dans sa conscience, on va fabriquer des Zakaria bis, des Shérif Ousmane bis, des rebelles bis, qui vont refaire la même chose et on sera dans un cycle perpétuel. Mais cette chose-là, elle va s'arrêter un jour. Pourquoi je dis qu'elle va s'arrêter? Parce que on a des gens comme le commandant Bobby, on a des gens comme plusieurs autres qui relatent les faits. Voici pourquoi il faut toujours faire attention à ce que les gens disent. Il y a ce qui s'est passé et il y a ce que les gens racontent. Ce qui s'est passé peut être raconté sans un mensonge. Mais aujourd'hui, quand vous partez sur les panels des gens de l'autre côté, surtout les anciens rebelles, là, ils sont fiers d'avoir tué. Mais c'est grave en fait. Bon, comment vous pouvez converser, vous pouvez prendre des informations venant de ce genre de personnes, des gens qui ont tué avec joie, et ils sont prêts à refaire, ils le disent tout le temps. Tu as tué jusqu'à tu as pris le pouvoir. Le minimum là, c'est d'apporter un minimum de bien-être à ceux qui sont là. Mais tellement qu'ils s'en foutent de ce pays-là, tout ce qu'ils veulent là, c'est traiter la Côte d'Ivoire comme ils ont traité les zones qu'ils avaient occupées. Si vous remarquez bien le schéma de ce qui se passe en Côte d'Ivoire et de ce qui se passait dans les zones sous contrôle des rebelles, vous allez voir, rien n'a changé. Je vous dis que rien n'a changé. C'est juste que le pouvoir n'est plus entre les mains du secrétariat général, mais le pouvoir a été donné à une présidence. C'est toute la différence. C'est toute la différence. Voilà quelqu'un qui me dit être dans la vérité, c'est être endoctriné. De quelle vérité est-ce qu'on parle? John Gauthier. Être dans la vérité, est-ce que c'est être endoctriné? Il faut chuter en 30 secondes, on va passer à autre chose, pas les répondre. Donc, vraiment, commandant, merci beaucoup. Moi, j'ai appris beaucoup de choses par rapport à la guerre parce que pendant la guerre, on était confinés dans nos maisons, on fuyait. Et grâce à ces panels-là, on a appris beaucoup de choses sur le volet opérationnel. Merci beaucoup, merci au commandant Dangonebi. Et on prie pour que tous ces généraux qui étaient là puissent mieux se porter pour voir la Côte d'Ivoire de demain. Je vous remercie. Ok. Dangonebi, mon commandant, ouvre ton micro, s'il te plaît, Dangonebi. Oui, j'étais un peu désolé. Ouais. Dangonebi, qu'est-ce que tu peux nous dire sur le gendarme Angaté Ala Moïse qui a été écrit comme un mouton? Est-ce que tu l'as connu? Le gendarme Angaté Ala Moïse qui a été sacrifié à Boaké sous la bâche. Oui, je vois de qui tu parles, mais lui, je ne l'ai pas connu parce qu'il faut dire qu'il a été déjà aux premières heures de la rébellion. Et donc, il y a beaucoup de gendarmes comme ça qui sont passés des vies à trépas qu'on n'a pas eu le temps de connaître. Bon, ceux qui sont revenus de la zone rebelle vers la zone gouvernementale qu'on a pu croiser et qu'on a pu connaître, c'est comme ça qu'on a pu tisser des liens professionnels avec ceux-là. Sinon, ceux qui ont été déjà dès les premiers jours de la rébellion, bon, on n'avait pas, on savait que c'était des gendarmes dans une unité, mais on n'avait pas d'informations conséquentes parce qu'on n'avait pas travaillé ensemble. On n'avait vraiment pas travaillé ensemble et donc on n'avait aucune information véritable sur lui. Voilà. D'accord, mon commandant, il y a un peu trop de bruit.
Là Ouais. où vous êtes. Ouais, attends, je me Là, déplace, c'est le ventilo. Ah, comme il fait chaud, il fait chaud. j'ai un Voilà, et peu là, tout ça le va? bruit. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur les 500 millions que le colonel-major Jean-Noël Abbaye a refusé? Vous qui étiez son aide de camp, est-ce qu'on peut en savoir plus? Oui, mais ce cas-là, ben, je crois que le commandant, je crois que le colonel-major lui-même, il est monté sur le panel pour le dire. Il y en a qui étaient là. Lui c'était silence radio. Tout, même il y avait le commandant Bassanté de jeune qui était à Agban, c'est lui qui était le patron des snipers et puis des artificiers, silence radio. Il y avait le colonel Dosso Goyi, chef du bureau de télécommunications et informatique, silence radio. Au contraire, c'est lui qui donnait toute la position des FDS sur le terrain aux rebelles. Donc, malgré tous ces gens-là, c'est Abbé qui donnait les ordres à Agban, c'est lui qui était prêt à défendre la caserne, à défendre les institutions de la République, bec et ongle. Voilà. Donc, voilà un peu ce que le pendant Abbé Jean-Noël a fait. Grâce à lui, la caserne d'Agban est restée debout. Parce que c'est lui qui a émis toutes les stratégies, toutes les tactiques et stratégies militaires pour que la caserne reste debout. Si ce n'était pas lui, je vous dis, avec tous les officiers, le capitaine Kral, Auguste, le capitaine Anoma Hugues Anselme, tous ces gars-là, le commandant Bassanté, tous ceux-là, ils étaient au domicile des Bassanté en train de siroter leur petit vin, leur petite bière. Ils étaient déchaussés, bas treillis, t-shirt, ils étaient chez Bassanté en train de se la couler douce. Je cherchais de quoi je parle. Tous les officiers dont j'ai parlé là, ils étaient chez le commandant Bassanté, le commandant de l'hygiène, en train de s'asseoir là-bas et d'attendre la suite des événements et laisser le commandant Abbé Jean-Noël tout seul avec ses adjoints en train de défendre le camp à la gendarmerie d'Agba. Vous voyez. Et donc, Abbé n'était pas l'officier qui commandait sur la caserne. Non, lui, il commandait une unité spécialisée rattachée à la présidence. Celui qui commandait la caserne là, d'abord c'était Ndri Aka Benjamin. Et ensuite, il y avait Kassaraté, de par sa présence, était l'officier général commandant supérieur de la gendarmerie qui était domicilié à Agban, qui était la première personnalité militaire la plus gradée en charge de la caserne. Et donc, ça n'a pas été le cas. Tout était mis entre les mains d'Abbaye. Donc, on a fait ce qu'on a pu. Voilà. On a fait ce qu'on a pu. Après, l'ancien qui a donné le plan, Babou a dit Abbaye, Boniface et Doublé, baissez les armes. Arrêtez de combattre. C'est bon. Voilà, c'est bon. Quand tu te bats avec un étranger dans ta maison, c'est ta famille qui va détruire. C'est bon, je ne veux pas que... Parce que là, c'est la France qui est en train de nous attaquer. Ce n'est pas les rebelles. Vous avez fait ce que vous avez pu, mais là, maintenant, là, c'est un autre niveau. Là, maintenant, c'est la France. Voilà. Donc, baissez les armes. Si c'est moi qui veux, ils ne vont pas venir me prendre. Voilà comment Abbaye, Doublé et Boniface, ils ont dit, bon, le président a parlé. En même temps qu'ils ont fini par les avions continuaient de bombarder le palais présidentiel jusqu'à ce que les gars prennent le président de Laurent Gbagbo. Et pendant qu'on bombardait le palais présidentiel, on bombardait la caserne d'Agban. Les gars bombardaient le camp des marins à Lokodiro. Les gars, tous les camps militaires étaient sous le feu ennemi. Mais pour la caserne d'Agban, c'est Abbaye qui a organisé la résistance. Parce que figurez-vous que depuis le 28 mars, on avait coupé l'électricité à Agban, on n'avait pas de ravitaillement, on n'avait pas de nourriture, on n'avait rien. Et la caserne était bouclée. Et en plus de ça, le lieutenant Ndri Aka Benjamin avait demandé au lieutenant d'Orgelès de monter un groupe pour attaquer la caserne de l'intérieur pour pouvoir provoquer une implosion pour que la rébellion puisse mettre pied dans la caserne. D'Orgelès, comme c'était un de nos collègues qui avait comment on appelle ça, la conscience professionnelle et qui était beaucoup lié au commandant Abbaye comme moi, il a fait part de ça au commandant Abbaye. On est allé chez Kassaraté, devant Kassaraté. D'Orgelès a pris son téléphone. Il a appelé le lieutenant Ndri Aka Benjamin et il a mis le téléphone sur haut-parleur. Il dit, mon colonel, vous m'avez demandé de recruter des gens pour essayer de mettre sur la caserne, pour essayer de provoquer une implosion. J'ai eu des éléments, ils sont au MES, il reste maintenant à les armer et puis à accroître le nombre de ces derniers-là. Ndri Aka Benjamin dit, c'est du bon travail. Devant Kassaraté qui a entendu ça, il a entendu, hein. Au parleur, il a entendu le lieutenant-colonel Ndri Aka Benjamin dit, c'est du bon travail. Ceux qui sont là, il faut déjà commencer à les buffer et puis on va les équiper, puis on va essayer d'accroître leur nombre. Là, la Kassaraté, il n'a pas appelé Benjamin pour lui dire
pour lui faire des reproches ou bien pour le mettre aux arrêts pour haute trahison, parce que c'était une trahison portée d'abord contre l'arme qui est la gendarmerie, ensuite contre la République. Parce qu'il demandait à ce que des gendarmes attaquent des gendarmes au sein de la caserne pour que les rebelles puissent prendre la caserne. Kassalaté, qui était complice, n'a pas levé le petit doigt. Abeille a pris tout de suite, il a tout compris. Il a dit, bon, ok, les gars, on ne peut compter que sur nous-mêmes. Donc là, on compte sur nous-mêmes. Voilà comment il a mis une stratégie en place. La première stratégie, c'était d'enlever toutes les munitions, des choses dans les poudriers, aller les cacher dans les logements. Tous les chats ont été dissimulés dans les bananiers, sous les bambous de Chine. En tout cas, où on pouvait cacher les chats, on est parti les cacher. On a vidé le parc à chats, on a vidé les poudrières. C'est ce qui nous a permis de tenir. Parce que quand ils nous ont bombardé de 22h jusqu'à 5h du matin, les rebelles voulaient venir prendre position du camp d'Agban, pensant qu'Agban était tombé. Mais c'était mal nous connaître. On leur a infligé une de ces corrections. C'est là qu'ils ont dit que, ah non, Agban est toujours debout, Agban n'est pas tombé. Et on a dit, bon, venez prendre Agban comme vous voulez prendre Agban. C'est comme ça qu'on s'est parti jusqu'au 11 avril, date à laquelle le président Laurent Gbagbo est tombé. Ils n'ont pas pu mettre pied dans la caserne d'Agban. Ils n'ont pu mettre pied qu'après la chute du président Laurent Gbagbo. Et la première personne à mettre pied, c'était, je crois, le colonel Guy Michel qui est venu avec la dame de l'ONU là, pour demander à Abeille, de demander à ses gars de baisser les armes et de constituer une force mixte, la France, le FSI et la gendarmerie, bon, les Français, pour aller faire des patrouilles, pour demander aux dernières poches de résistance de ne plus combattre, mais de déposer les armes, que maintenant on formait une armée. Abeille dit, lui, c'est pas de son ressort. Et puis il était en civil, c'est là que Michel dit, mais toi, on vient te voir dans ton unité, et puis tu es en civil. Et Abeille s'est tenu, puis il a regardé, il dit, c'est moi, mais tu veux voir, ou bien c'est ma tenue, tu veux voir. Donc la femme de l'autre, elle a tout de suite compris que Abeille n'avait même pas envie de parler avec eux. Il dit, bon, il faut dire à tes éléments de venir, puis ils vont faire une force mixte, c'est-à-dire que sur l'armée française, et sur les FSI, et puis sur les Français, pour aller patrouiller dans la ville d'Abidjan pour demander aux dernières poches de résistance de baisser les armes, d'arrêter le combat parce que Gbagbo c'est fini, il est tombé, machin. Abeille dit, ça c'est pas de mon ressort. Il y a un chef d'état-major qui est là pour ça, c'est pas à moi de dire, il y a un chef d'état-major. Donc, allez demander au chef d'état-major, ou bien à défaut, allez dire au commandant supérieur, c'est lui qui commande la gendarmerie, c'est pas moi. Moi, je défends ma caserne, donc c'est pas moi que vous avez voir. Parce qu'il disait qu'Abeille, c'était le va-t-en-guerre. Vous voyez, alors que lui, il ne faisait que son boulot. Vous voyez un peu. Et donc, oui. Mais non, commandant, oui. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire si Golbetien, si le colonel Golbetien? Golbetien, le chef du PLCC là. Le chef de la PLCC, oui. Il était au fond des prévoyances militaires, lui. Il était lieutenant là-bas, lieutenant-capitaine là. Il était là-bas au fond des prévoyances militaires là. C'est-à-dire le fonds de prévoyance militaire, c'est un fonds qui sert d'assurance pour les gendarmes et puis en même temps de banque. Voilà, c'est-à-dire les militaires et les gendarmes peuvent aller prendre des prêts là-bas pour s'équiper. Et puis, il était capitaine là-bas. Voilà, au fond de prévoyance militaire, il était capitaine. Et ils ont détourné l'argent, ils ont bouffé l'argent. Donc lui, Golbetien qui traque les gens aujourd'hui là, il n'est pas de bonne moralité. L'argent. Voilà, il n'est pas de bonne moralité parce que lui, il a détourné l'argent des militaires. Les militaires devaient lui demander, tu as pris notre argent, tu as mis ça où? C'est lui qui poussait aujourd'hui les gens sur PLCC. Pourtant, lui, il était au fond des provinces militaires. Il était au FPM. Sa chance est que le président Laurent Gbagbo était en train de transformer le FPM en banque. Parce qu'il ne voulait pas que l'argent des militaires passe entre les mains des civils. Il dit que quand les civils connaissent l'argent des militaires, c'est pas bon, il n'y a pas bon ménage. Donc, il souhaiterait que les militaires eux-mêmes gèrent leur argent. Donc, il voulait transformer le fonds de province militaire en une banque d'investissement et de crédit pour les militaires. Et donc, il était en train de faire ce projet-là quand ils ont détourné l'argent et puis Golbetien a été envoyé en prison. Et c'est là qu'il y a eu la crise post-électorale et puis tout le projet a capoté. Sinon, Golbetien serait aujourd'hui en train de rendre compte aux militaires qui allaient l'attraper. De toute façon, ils allaient le battre. Il a détourné tout l'argent du FPM. Lui et puis il y avait un autre de la marine là, un collègue de la marine là, qui était le directeur du FPM. Ils ont détourné l'argent. Il était en prison. Et lui, son domicile est collé au domicile du commandant Abeille. C'est-à-dire le domicile de Golbetien là, c'est collé au domicile du commandant Abeille. C'est-à-dire que les deux domiciles se donnent dos. C'est-à-dire que l'un fait face à un côté et l'autre fait face à la route. Donc,
j'étais chargé de la surveillance du domicile de M. Koumana Abeyi, on ne peut pas rester sur un point pour le surveiller, il faut faire la ronde. Donc j'ai fait la ronde autour, machin, je vois un domicile, j'étais avec mon binôme, je pousse à la porte, j'ai dit, la porte est ouverte, hein. Il dit ça là. Donc on pousse, on regarde, qu'est-ce qu'on voit? On voit une photo de Golbekien. Il dit, ah ça c'est Golbekien, le gars qui a volé la RFM là. On va dans la maison de Golbekien, dans son salon, dans le couloir d'abord, les prospectus de la Centre Dramane Ouattara, la photo de campagne. Il y avait écharpe, il y avait poster, il y avait prospectus, il y avait tout ce que vous pouvez imaginer pour la candidature comme matériel de campagne pour un candidat d'un parti politique. Un gendarme, Golbekien, il avait tout l'arsenal de campagne. Il y avait écharpe, il y avait casquette, il y avait calendrier, il y avait prospectus, il y avait tout ce que vous pouvez imaginer de Ouattara, RDR, RHDP dans sa maison.